Localocratie. Et si on parlait de démocratie locale ? Retour sur un profil d'élu pour ce nouvel épisode. Après un bourgmestre, je souhaitais tendre le micro de Localocratie à une échevine. Car le véritable pouvoir exécutif d'une commune, c'est l'ensemble du collège des bourgmestres et échevins. Actuelle échevine de l'urbanisme, de l'attractivité urbaine et de l'emploi à la ville de Namur, Stéphanie Skelkin nous expose sa manière d'envisager son rôle. Sans embâge, elle nous parle de la manière dont les compétences se répartissent au sein d'un collège et dont les décisions sont prises sur base d'un accord de majorité traduit en déclaration de politique communale. Elle témoigne aussi de son ressenti sur les compétences à acquérir en cours de mandat, son armure face aux yaka et faucons, la manière d'être au service des citoyens et citoyennes. Avec Stéphanie Skelkin, ce 5e épisode de Localocratie poursuit la découverte du pilotage politique d'une commune et des femmes et hommes qui s'y impliquent. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie Skelkin. Bonjour. Vous êtes donc échevine de la ville de Namur, en charge pendant cette législature-ci de l'urbanisme, de l'attractivité urbaine et de l'emploi. Vous avez été pendant la législature précédente en charge de la cohésion sociale, du logement, de l'urbanisme et d'égalité des chances. Et nous allons revenir ensemble sur ce rôle d'échevine. Mais avant cela, je voulais vous proposer de peut-être brièvement vous présenter avec votre parcours et ce qui a suscité chez vous cet intérêt pour la démocratie locale et pour la chose communale. Donc, bonjour aux éditeurs et auditrices. Donc, Stéphanie Skelkin, j'ai presque 50 ans. Je suis juriste de formation et je suis fonctionnaire de profession. J'y reviendrai par la suite. Et donc, quel est un peu mon parcours et mon envie de me consacrer à ce mandat politique, de s'engager en politique. Mais bon, j'ai fait des études de droit et je pense que quand on fait des études de droit, on explique via les professeurs, les institutions, comment on fait les lois, les décrets. Donc ça forge l'opinion, ça pose des questions sur le système institutionnel. On rencontre aussi des professeurs de renom qu'on voit souvent à la télévision également. Et donc, il nous suscite aussi l'intérêt pour la chose publique. Et je pense que c'est vraiment ces études de droit sur les institutions, sur le système démocratique que nous avons la chance de connaître ici en Belgique, qui m'ont donné envie d'aller un pas plus loin aussi par rapport à celles et ceux qui parfois trop facilement disent yaka, faucon, qui critiquent, mais finalement restent dans leur fauteuil à simplement ou uniquement critiquer, mais pas à proposer des solutions. Moi, j'ai voulu passer au-delà de la critique et de vouloir vraiment m'engager et être porteuse et chercheuse de solutions. Et je pense que j'ai toujours été aussi ancrée dans ce service public au service au public, puisqu'après mes études de droit, j'ai d'abord travaillé dans l'associatif environnemental chez Canopea, qui s'appelait autrement auparavant. Et puis je me suis aussi engagée au niveau du service public de Wallonie, dans le patrimoine, dans l'urbanisme, dans la simplification administrative et ma dernière place, celle qui est actuelle en fait au niveau des finances et de la fiscalité. Donc je suis en congé politique du SPW depuis 2013 et donc j'ai la chance effectivement de consacrer mon temps au mandat local, à pouvoir se lever, je pense, le matin en disant je me lève ce matin parce que je veux faire des choses bien chouettes pour les Namurois, les Namuroises, pour ma ville que j'aime et que je veux aider à devenir encore plus attractive, plus belle qu'aujourd'hui, de penser aussi à tous les citoyens et mettre aussi en place des projets qui permettent d'avoir une ville aussi inclusive et que tous ces projets soient porteurs de sens pour tout le monde. Alors, le Canopea, en fait, est un acteur qui intervient plutôt sur l'ensemble de la région wallonne, comme le SPW pour lequel vous avez travaillé et pour lequel vous êtes en congé. Mais par contre, l'implication, vous l'avez voulu au niveau communal. Ça vous semblait plus concret, plus tangible ? Effectivement, je pense qu'au niveau communal, on ne se rend pas compte de tout ce que la commune fait, ou tout ce qu'une ville ou une commune fait pour les citoyens.
Ça passe de l'accompagnement pour les personnes en plus grande difficulté au niveau de la politique sociale. Ça passe au niveau de la mobilité, des transports, des pistes cyclables qu'on met en place. Au niveau de l'urbanisme, c'est très concret. Ce sont les demandes de permis qui sont déposées tant par des familles, des citoyens que par des entreprises. Donc c'est vraiment pour moi l'engagement local, c'est très concret, c'est très... on voit tout de suite aussi, enfin pas toujours tout de suite, mais on peut voir... l'effet aussi des décisions, des lignes de conduite qu'on peut mettre en place. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment concret. Et donc j'avais besoin aussi de cela dans un engagement politique, de pouvoir avoir du concret, rencontrer mes voisins, les habitants de Namur, qu'ils puissent m'interpeller et qu'on puisse aussi mettre en place des projets pour répondre aux difficultés et aux problématiques qui sont connues par les uns ou les autres. Alors avec une responsabilité d'échevine de l'urbanisme, j'imagine que les interpellations ne manquent pas forcément. Alors c'est sûr que ce mandat-ci, donc je suis en charge de l'urbanisme, de la mobilité, du développement économique et de l'emploi. Alors ce sont des thématiques qui sont formidables au niveau des leviers dont je dispose, avec mes collègues bien sûr, pour transformer la ville, mais c'est aussi des compétences, des thématiques qui sont évidemment soumises à critique ou qui sont critiquables parce qu'on ne fait jamais que des heureux. Enfin, il y a toujours des choix qui doivent être portés. Si vous délivrez un permis d'urbanisme, la famille qui obtient le permis est contente. Parfois, le voisin, il râle un peu. Quand on délivre un permis pour une activité économique, c'est important pour le développement économique d'une région, pour la création de l'emploi. Parfois, il y a des remarques ou des critiques, des réclamations légitimes de la part de citoyens. Donc, il faut pouvoir effectivement trouver le point d'équilibre et c'est pas toujours facile. Et alors, pour la mobilité, c'est aussi une thématique où on sait qu'on doit changer son mode de déplacement, la façon dont on se déplace. Mais après, quand ça vous concerne plus directement, parfois entre les grandes idées, les grands idéaux des uns et des autres, et puis une fois que vous devez vous-même faire un petit effort, parfois c'est difficile. Et donc c'est effectivement des compétences qui sont riches, qui me donne vraiment ce levier pour dire voilà, on peut changer Namur, mais qui sont éminemment soumises à la pression et à la critique. Et donc, on dit souvent que le niveau communal est celui le plus proche des citoyens. Donc là, vous êtes en plein dedans avec des thématiques pareilles. Comment est-ce qu'on parvient à gérer cette relation ? C'est vraiment une question de pédagogie, j'aurais envie de dire, de prendre le temps d'expliquer d'où sortent les points d'équilibre ? En tout cas, ma façon de faire, peut-être, qui me caractérise, c'est beaucoup aussi la participation, le dialogue avec les différentes parties prenantes, avec les usagers de la ville. Pas forcément et pas uniquement les usagers qui sont qui sont institutionnalisés, qui sont membres d'une association ou une autre, mais vraiment de mettre autour de la table les différentes parties prenantes et de pouvoir effectivement expliquer, faire comprendre pourquoi on prend telle ou telle décision, mais surtout prendre le pouls des uns et des autres, les avis des uns et des autres pour essayer de trouver la solution la meilleure pour tout le monde. Il faut toujours faire des choix, il faut trouver ce point d'équilibre et en tout cas pouvoir expliquer pourquoi telle ou telle décision est prise et pourquoi elle est prise ou elle n'est pas prise en fait. Dans ce genre de décision, notamment en matière d'urbanisme, il y a cette fameuse CCATM, Commission consultative de l'aménagement du territoire, et puis on lui a ajouté et de la mobilité aujourd'hui. J'aurai l'occasion dans quelques épisodes d'interviewer une citoyenne qui appartient à une. Mais je pense que vous-même, vous avez été présidente de la CCATM namuroise avant de devenir échevine. Quel regard portez-vous sur cet organe consultatif, mais qui justement intervient dans tous les grands dossiers emblématiques ou même dans presque tous les dossiers d'urbanisme de l'entité communale? Alors effectivement, j'ai été présidente de la CCATM. Il faut savoir qu'après mes études de droit, j'ai fait aussi une spécialisation en urbanisme et environnement. Et au niveau du SPW, j'ai aussi travaillé dans cette matière-là. Donc c'est une matière que je connais assez bien, que je maîtrise assez bien également. Et donc être présidente d'une telle commission, c'est très riche parce qu'on retrouve des citoyens qui sont impliqués, qui représentent différents intérêts au niveau économique, au niveau associatif, au niveau
de l'agriculture, au niveau des commerces, des personnes à mobilité réduite et des architectes, des urbanistes aussi. Mais on n'a pas que des spécialistes de la matière de l'urbanisme, on a vraiment des citoyens qui viennent chacun apporter leur regard sur des projets. Et donc c'est aussi là un exercice intéressant en tant que présidente, mais aussi je pense en tant que membre d'une telle commission, de se rendre compte que de nouveau c'est pas le yaka ou faucon, il faut concilier les intérêts des uns et des autres pour pouvoir rendre un avis qui recueille la majorité des membres de la CCATM. Et donc c'est pas forcément mon avis qui va primer par rapport à celui d'un autre. Il faut trouver cet élément d'équilibre pour pouvoir rendre un avis. Donc déjà être présidente d'une telle commission, c'est un exercice aussi démocratique, pas toujours simple, parce qu'il faut harmoniser les avis des uns et des autres. Mais je pense que c'est un bon moyen aussi pour les citoyens qui s'y impliquent dans ces conseils consultatifs de mieux comprendre les enjeux de la démocratie locale et les enjeux aussi de la prise de décision. Alors, il y a, par rapport au rôle aussi de la CCATM, on peut peut-être regretter par contre qu'au niveau de la réglementation wallonne, au niveau de l'urbanisme, il y a de moins en moins de dossiers qui sont d'office soumis à la CCATM, donc il y en a moins qu'auparavant. Par contre, au niveau de la ville de Namur, si certains projets ne sont pas soumis, ne doivent pas d'office être soumis à cette commission, nous faisons le choix de dire tel dossier il est important et donc on le soumet d'initiative à l'avis de la CCATM parce que ça permet aussi une meilleure compréhension et appréhension aussi de la part de cette commission par rapport à des projets d'envergure pour Namur. Oui, donc aujourd'hui vous êtes échevine de l'urbanisme, donc du côté du décisionnaire final. Enfin, on y reviendra. C'est pas que vous, c'est l'ensemble du collège qui se prononce finalement chaque fois sur les dossiers. Vous trouvez intéressant de garder cette dynamique d'une CCATM qui a pré-réfléchi au dossier, qui a pré-balisé les enjeux et vraiment faciliter cette prise en considération de l'ensemble des points de vue. Effectivement, mais donc tous les dossiers d'urbanisme ne vont pas devant la CCATM. Il faut savoir que c'est près de 1000 permis qui sont délivrés par la ville de Namur chaque année. Donc on ne peut pas, pour l'annexe de votre maison, elle ne va pas passer devant cette commission. Ce sont des citoyens, certes il y a un petit jeton de présence, mais qui font ça de manière bénévole. Tout à fait, le jeton de présence est assez faible. Donc c'est vraiment les dossiers de plus grande envergure, qui transforment un quartier, qui ont des impacts sur la mobilité, sur le cadre de vie, sur l'environnement, qui sont soumis à cette commission. Mais ça nous permet effectivement de prendre le pouls de citoyens qui s'engagent au niveau de cette commission. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils s'engagent pour 6 ans. Donc ils cheminent aussi avec nous sur la vision du développement de la ville. C'est pas juste une réaction sur un projet à un moment donné, mais c'est aussi apprendre à mieux comprendre les enjeux de l'urbanisme et au fur et à mesure aussi, les avis évoluent. Et puis pour rappel, le collège communal est obligé de tenir compte de l'avis de la CCATM. Alors il ne doit pas prendre tous les arguments de cette commission, mais si on ne prend pas tel ou tel élément, il faut justifier pourquoi on ne suit pas l'avis total ou partiel de la CCATM. Oui, ce qui permet d'avoir plus de transparence sur la manière dont les décisions sont prises et puis l'équilibre final, mais que le collège va assumer dans son choix. Et je pense que ces membres de commission, de conseil, que ce soit au niveau des aînés, au niveau des PMR, au niveau de l'aménagement du territoire, la mobilité, enfin plein d'autres, après ils deviennent aussi ambassadeurs de cette démocratie locale et de pouvoir dire aussi à des personnes qui critiquent ou qui râlent, mais tu sais, tu peux aussi il y a bien sûr ceux qui s'engagent en politique, mais on peut aussi s'engager dans un conseil consultatif, mettre quelques heures à disposition de la collectivité, faire partie d'un projet global. Et donc, je pense qu'ils sont aussi ambassadeurs de cette démocratie locale. Vous avez l'impression que vous, personnellement, cette expérience dans la CCATM, ça a renforcé votre envie de vous impliquer, de vous mêler des décisions prises dans votre ville ? Ça a certainement été un des éléments sur mon cheminement au niveau de mon engagement local. C'est sûr qu'en tant que membre d'un conseil consultatif, le terme est bien clair, c'est consultatif. On remet un avis, on fait tout son possible pour rendre un avis le plus argumenté possible. Après, ce n'est qu'un avis, ce n'est pas la décision. Donc peut-être aussi, c'est peut-être une école de la démocratie locale ou une école de l'engagement d'un mandataire local. D'abord commencer par un conseil consultatif et puis après se dire finalement j'ai envie d'aller un pas plus loin et je suis candidat sur une liste et puis j'espère être élu, exercer un mandat.
Très bien. L'urbanisme, on vient d'en parler beaucoup. Vous l'avez évoqué, c'est pas votre seule responsabilité. Finalement, quand on devient échevine d'un certain nombre de thématiques comme ça, assez complexes, vous aviez la chance d'être formé dans ces sujets-là. Ça vous semble impératif aujourd'hui avec le niveau de technicité? Il faut que toute personne qui souhaite devenir échevine maîtrise parfaitement les compétences, ou bien est-ce qu'un élu va pouvoir se former au fur et à mesure? Parce que ces thématiques-là, elles sont quand même de plus en plus complexes, avec une législation qui se renforce d'année en année, des considérations multiples. Par rapport à cette question, je pense que la politique, elle doit rester accessible à tout le monde, qu'on ait un niveau d'études universitaire ou non, qu'on soit expert dans une matière ou non. Et donc, ça fait aussi partie de la richesse des différents mandataires. Et justement, il y a quelques jours, j'ai été critiquée sur Facebook par rapport à cela, en disant « vous n'êtes pas experte en telle ou telle matière ». C'est vrai, je ne suis pas du tout experte dans toutes les matières. J'ai eu la politique sociale pendant 6 ans, j'y connaissais rien. J'étais bien sûr sensibilisée aux difficultés des uns et des autres, mais je ne connaissais pas cette thématique pour avoir à la gérer. Maintenant, je pense que la chance que nous avons en tant qu'échevin au niveau d'une ville comme Namur, c'est que nous avons une administration avec des services de très grandes compétences, des agents qui sont motivés, qui connaissent leur job et qui sont là pour vous conseiller. J'ai aussi la chance, quand on est dans une ville, de pouvoir avoir un cabinet autour de moi, donc quelques collaborateurs qui sont autour de moi pour pouvoir aussi m'aider, m'aiguiller. Et puis je pense que voilà, comme tout un chacun, quand on commence un nouveau boulot, on se documente, on lit, on apprend, on rencontre, on étudie, et puis on se forge sa propre opinion. Donc je pense qu'il ne faut pas être expert d'une thématique, mais donc c'est aussi la chance d'être dans une ville et pas peut-être dans une petite commune. Je pense que c'est plus compliqué pour un échevin d'une petite commune, sans terme péjoratif quand je dis petite commune, mais où les services communaux, voilà, je veux dire, parfois il y a une personne, un agent communal qui s'occupe à la fois de la voirie, de l'urbanisme, de l'environnement et de la mobilité. Ici à Namur, on a des services pour chacune de ces thématiques avec des agents qui sont experts de leur dossier. Alors, il ne faut pas toujours prendre pour argent comptant tout ce que dit un service, puisque forcément, si on fait de la politique, on a aussi, en fonction de son orientation, des lignes de conduite à devoir donner. En tout cas, on peut... sans crainte en tout cas, se reposer en tout cas sur l'expertise des services communaux, et puis on peut s'entourer de personnes, on peut rencontrer, on peut étudier. Alors dans les premières semaines c'est toujours un peu stressant, tu dis oulala, cette thématique-là, mais je crois qu'on apprend au fur et à mesure. Et puis, on n'est pas forcément seul en tant qu'échevin, en tant qu'échevine, puisqu'on appartient à un collège communal. C'est pour ça qu'avec Localocratie, moi, je souhaitais rencontrer les différentes personnes et les différents profils impliqués. On parle toujours du ou de la bourgmestre, tête de pont souvent la plus visible d'un collège communal. Mais finalement, on fait collège ensemble avec le ou la bourgmestre, plusieurs échevins et échevines, la présidence du CPS. Comment est-ce que ça s'articule en fait? Comment est-ce qu'on se répartit les compétences initialement? Puisque justement, le but n'est pas forcément d'aller uniquement là où on a déjà une formation des différentes choses. Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre dans un collège communal? Alors comment on se répartit les compétences? C'est souvent quelques heures ou quelques jours après le résultat des élections que les têtes de file des partis qui vont former la majorité se rencontrent. C'est un peu aussi au niveau du résultat électoral, du poids électoral des uns et des autres, que les compétences se répartissent d'abord entre les partis qui composent la majorité communale. Si je prends mon parti au niveau des engagés, les échevins, ce sont celles et ceux qui font le plus de voix sur la liste, et puis les paquets de compétences que le chef de file a pu prendre, entre guillemets, obtenir dans les négociations, après sont répartis entre les différents échevins qui sont du parti en question. Je pense que l'important, c'est d'avoir surtout des paquets de compétences qui sont cohérents, qui forment un tout cohérent, donc de ne pas avoir des choses qui sont totalement
éloignées l'une de l'autre. Et donc, en tout cas, au niveau de Namur, c'est comme ça que ça se passe. J'ai pas choisi mes compétences, ni quand j'étais ni dans le cadre du premier mandat, ni dans le cadre du deuxième mandat. C'est voilà, notre bourgmestre qui a dit Stéphanie, voilà ton cadeau entre guillemets. Après, comment ça se passe au niveau du collège communal? On a la chance aussi d'avoir une majorité qui est forte à Namur, forte en termes d'assises électorales, mais aussi forte de contacts entre nous qui sont très très sereins, et donc tout se passe de manière vraiment collégiale et collective. Je dirais qu'il y a 90 ou 95% des dossiers qui passent sans grand débat, et puis il y a certains dossiers plus emblématiques où il y a forcément du débat, mais de manière voilà, collégiale. On discute au sein du collège communal de tous les dossiers qui sont portés chaque semaine sur la table du collège communal. Mais ça se passe en tout cas en très grande sérénité, cordialité, convivialité entre nous. Je pense qu'au début de la législature, on signe la déclaration de politique communale, qui est l'acte de mariage, entre guillemets, entre les partis qui forment la majorité. Et puis après, en Wallonie, on a le PST, donc le plan stratégique transversal, donc qui nous engage avec des objectifs et des projets à court, moyen et long terme. Donc on a la feuille de route pour les 6 ans de la législature. Après, c'est à chaque échevin un peu de manager son planning, parce qu'on sait que malheureusement ou heureusement, entre l'idée et la concrétisation, il se passe un temps long, souvent, parce que il y a la concertation, la participation avec les citoyens, il faut obtenir le budget. Après, il y a toutes les démarches administratives, parfois ou souvent, il y a les marchés publics. Puis il y a toutes les procédures. Parfois, on va chercher des subsides au niveau wallon, au niveau européen. Donc ça prend du temps. Mais en tout cas, ici, on a, je pense au niveau du collège, ça fait 3 législatures que nous sommes ensemble, et ça se passe en tout cas de manière très constructive et positive. Et ce côté positif, vous avez l'air de dire qu'il y a de bonnes relations entre les personnes, et donc une confiance qui permet de travailler sereinement ensemble. Vous pensez que c'est aussi lié à la négociation très claire d'un accord de majorité qui permet d'avoir une déclaration de politique communale sur laquelle il n'y a pas d'ambiguïté, entre guillemets, entre partenaires? Effectivement, cette déclaration de majorité, et puis cette déclaration de politique communale, c'est certainement un des moments les plus importants de la législature, parce que ça forge le programme pour les 6 ans à venir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut arriver en cours de route, bien entendu. Soit des difficultés comme on l'a connu ces dernières années avec le Covid, avec les inondations, ou bien des projets positifs qui peuvent survenir. Mais donc c'est un élément qui est important. Donc c'est pour ça que ce moment, en tout cas, du pacte de majorité, la déclaration de politique communale, sont des éléments importants qui sont négociés, qui sont analysés, pour être sûr aussi que chaque mot est compris par tout le monde. Et puis c'est effectivement notre feuille de route pour les années à venir. Pour les élus politiques, c'est vraiment cette déclaration qui est la feuille de route principale. Tout à fait. Et puis après, l'administration traduit cette déclaration de politique communale en plan stratégique transversal. Donc le collège communal, avec les partis et les membres du collège, donc disent pour les 6 ans à venir, quel est le programme qu'on veut mettre en place à Namur. Ça reste des grands objectifs, des grandes intentions qui ne sont pas déclinées chacune en fiche projet, en action, en budget, en ressources humaines. Après, c'est le rôle sous l'impulsion de la direction générale et du comité de direction de Lac de Namur de traduire cela en plan stratégique transversal. Et donc aussi, après, les services communaux ont aussi leur feuille de route pour les 6 ans de la législature communale. Je ne vais pas lancer de grandes polémiques sur ce sujet-là qui est assez technique, mais un intervenant précédent dans Localocratie, en tant que directeur général, disait qu'il trouvait vraiment que ce PST, du côté de l'administration, avait rajouté une énorme couche administrative qui, à ses yeux, en tout cas, il trouvait trop pesant. Vous, de votre côté, vous avez quand même l'impression que c'est un outil qui vous aide à faire ce lien entre le collège et l'administration, ou que c'est effectivement ça rajoute beaucoup de contraintes ou de travail administratif pour le fait d'être administratif et d'avoir des fiches de tous côtés? Effectivement, le PST, c'est un boulot colossal pour les services communaux. Donc c'est une obligation en Wallonie depuis 2018.
au niveau de la ville, on s'y était inscrit volontairement en tant que ville pilote pour la législature 2012-2018, mais c'est sûr que c'est un boulot de fou pour les services communaux de le faire. À Namur, je crois que c'est 500 pages, le Oui. PST. Mais c'est aussi l'évaluation de celui-ci, donc une évaluation à mi-mandat et puis une évaluation en fin de mandat. Donc effectivement, ça a rajouté des couches administratives pour les services communaux, mais aussi pour nous les échevins, parce que ça demande aussi pas mal de réunions pour que ce PST soit aussi avalisé par chacun et chacune. De notre côté, je pense que le point positif, c'est quelque part le contrat entre l'administration et le collège communal, et donc c'est très clair aussi pour chaque service de savoir ce vers quoi il doit travailler, quelles sont ses priorités pour les années de législature communale. Mais c'est lourd au niveau administratif. Cette clarté que vous évoquez entre des intentions politiques et concrètement au-delà de la fiche projet, en quoi cela rimerait d'ici l'échéance de la fin de la législature. Oui, effectivement, mais comme ça, on travaille dans le même sens entre le politique et l'administratif. Bien, donc un travail lourd, certes, mais qui vous semble quand même porter certains fruits. Tout à fait. Pour revenir sur le côté du collège, comme je disais, effectivement, la plupart des citoyennes et citoyens voient toujours la figure emblématique de bourgmestre. C'est ces personnes-là qu'on entend le plus souvent dans la presse, qu'on voit vraiment comme capitaine, entre guillemets, du navire. Mais finalement, même si la plupart des bourgmestres dans nos communes ont souvent un tempérament relativement fort, et ils ont mené souvent campagne tambour battant, si on parle de collège communal, il y a vraiment quand même cet esprit de collégialité, de faire ensemble. En tout cas, le capitaine du navire n'arriverait pas à bon port sans les marins qui pagaient. Donc je crois que notre bourgmestre est bien conscient que sans ces échevins, il n'arriverait pas à transformer la ville telle qu'il souhaite la transformer, lui donner un autre visage, un nouveau visage. Et donc la collégialité est importante. Et puis on se rend compte aussi que pour une série de dossiers, d'abord le bourgmestre ne peut pas décider tout seul. Il y a des règles bien sûr à respecter, mais aussi pour plusieurs dossiers, c'est même pas un échevin tout seul. Souvent pour un dossier, il y a plusieurs facettes et plusieurs échevins doivent aussi intervenir. Donc c'est important effectivement qu'il y ait cette confiance et cette collégialité entre les uns et les autres. Bon, ça n'empêche pas que de temps en temps on s'engueule un peu. Il faut quand même pas dans un monde de bisounours. J'imagine que certains enjeux sont compliqués et complexes. Donc on est tous mus par l'intérêt collectif et par l'intérêt du bien collectif pour les Namurois. Après, il y a les engagés, il y a Écolo, il y a l'EMR. Chacun aussi a des valeurs, des principes de base qui sont différents l'un de l'autre. Et donc il y a forcément parfois des lunettes différentes sur l'un ou l'autre projet. Mais on a effectivement cette chance d'avoir notre bourgmestre Maxime Prévost qui est extraordinaire au niveau en tout cas du consensus à devoir trouver entre chacun. Il veut vraiment en tout cas que chacun s'y retrouve dans les grandes décisions qui sont prises et qu'il n'y ait pas un perdant et un gagnant au niveau parfois de dossiers plus compliqués, plus emblématiques, qui font la une des médias, donc sur lesquels il y a aussi une pression citoyenne ou associative plus forte. Parfois, on est chacun et chacune interpellés par des habitants de notre quartier, par des associations environnementales, par des défenseurs du patrimoine, par le monde économique. Enfin, voilà, donc on est tous et tous interpellés au quotidien, mais donc on essaie vraiment de trouver ce point d'équilibre, ce bien commun, et que chacun soit fier après de défendre la décision qui a été prise par le collège. Et donc vous prenez la métaphore du bateau, mais donc une équipe sur un même bateau, et finalement avec un animateur d'équipe pour pas veiller qu'au projet, mais aussi veiller aux relations et à la manière d'aboutir aux décisions. C'est sûr que c'est le rôle d'un ou d'une bourgmestre, c'est aussi d'être le chef de famille, quelque part, de son équipe collégiale, et donc que chacun se sente bien, se sente respecté dans son travail, dans ses idéaux, dans ses idées, dans ses valeurs, et de pouvoir... oui, comme je dis, il faut en tout cas que quand on sort du collège, chacun et chacune puisse revenir vers celles et ceux qui l'ont interpellé, vers ses services, en étant fier et pouvoir défendre en tout cas une décision qui a été prise.
Et garder l'enthousiasme qui doit aller avec, j'imagine, parce que 6 ans, quand on prend un mandat d'Eschwin, c'est plus long, peut-être qu'on a imaginé au départ. À la fois c'est court et c'est long, parce que comme je disais tout à l'heure, pour des projets entre l'idée et puis la concrétisation, il y a un temps long de procédure qui doit courir, et donc parfois on ne voit peut-être même pas l'aboutissement de son travail. Par exemple, au niveau de Namur, on va donc faire l'extension de notre piétonnier, donc on a déjà partie du centre-ville qui est piéton, mais donc l'objectif c'est que tout le centre-ville devienne piéton. Je suis leader politique sur ce projet, avec mes collègues évidemment, mais donc ça fait plus de 2 ans que j'ai un nombre incalculable de réunions, de rencontres avec les différents usagers, parce que c'est quelque chose qui... Certains sont hyper heureux par rapport à ce projet, d'autres sont hyper craintifs, très négatifs, et donc j'ai rencontré les commerçants, les personnes âgées, les PME, etc. Il y a un boulot de dingue, et les travaux vont commencer ici au printemps. Si ça tombe, je ne serai plus là pour pouvoir... Enfin, plus là, c'est toujours namuroise, mais je veux dire plus mandataire pour pouvoir profiter, entre guillemets, de l'aboutissement du projet. Donc parfois, c'est un peu frustrant aussi de se dire, on met en place des projets, on fait tout le sale boulot, entre guillemets, de l'ombre, pour peut-être après ne pas être là pour l'inauguration. Donc quand je dis ça, il ne faut pas penser qu'on fait des projets pour sa gloriole, c'est pas du tout ça, mais comme tout le monde, quand on a beaucoup bossé sur quelque chose, on est content d'être aussi là pour le résultat. Alors je crois que 6 ans, ça semble long, mais en fait c'est très court au niveau de projets publics à mettre en place, parce que un projet public, ça prend par essence beaucoup plus de temps qu'un projet privé dans le cadre d'une entreprise, où on peut aller plus vite. Il n'y a pas toutes ces procédures, toute cette démarche administrative qui sont utiles pour assurer la légalité, l'équité des procédures, et pour respecter toutes les lois, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et si je vous entends bien, surtout dans des projets aussi emblématiques qu'un piétonnier, ce n'est pas qu'un travail de bureau où on prend des décisions sur base de dossiers, mais c'est vraiment aimer aller au contact des gens et y consacrer un temps certain, si je vous entends, à passer de réunion en réunion, de rencontre en rencontre, pour aborder tous les aspects liés à des grands projets tels que celui-là. Ça serait plus facile si je pouvais rester enfermé dans mon bureau, mais donc c'est pas le cas, parce qu'on a fait un débat dans une école avec des élèves de réto au début de semaine. Mais comme j'ai dit, on est des hommes et des femmes comme tout le monde, à part qu'on a choisi un boulot qui est un peu plus soumis, qui est un peu plus médiatique, où on est plus public. Et donc on est forcément parfois connu, reconnu dans un commerce, on se fait interpeller, et c'est très, très chouette, c'est toujours positif ce dialogue, mais il faut effectivement aimer aller au contact des usagers qui, a priori, ne sont pas forcément contents de vous faire venir parce qu'ils sont là pour critiquer quelque chose. Donc il faut aussi se faire un peu une petite armure, on reste humain, et donc il faut accepter la critique, c'est pas toujours facile non plus, quand on n'arrête pas de taper sur vous, et puis avec les réseaux sociaux, je dirais que mon mandat est plus compliqué au niveau des compétences que j'ai à gérer par rapport au premier mandat d'Eschwin, mais il est aussi beaucoup plus compliqué par rapport à ce volet médiatique, entre guillemets. Les réseaux sociaux ont beaucoup changé en 4-5 ans, et on a tellement de personnes qui critiquent sur Facebook, parfois avec sans photos. On des profils dont on ne sait même pas les dialoguer avec ces personnes. On ne sait même pas dialoguer, donc ça c'est vraiment parfois difficile, c'est frustrant, parce que parfois on lit des choses sur les réseaux qui sont totalement fausses. Et alors il faut essayer de redonner la bonne info, mais donc effectivement il faut s'armer de compétences pour pouvoir appréhender les projets. Il faut aussi aimer aller au contact des citoyens, accepter la critique, aller au débat, de la confrontation, mais pas la confrontation un peu verbale des idées, pour essayer de convaincre. Et je pense que sur ces 2 ans, en tout cas, de travail au niveau de l'acceptabilité par rapport à ce projet, on a pu prouver, j'ai pu aussi montrer, on a changé des choses par rapport à la première idée, on a fait évoluer le dossier, on a changé certains règlements communaux. Donc voilà, ça montre aussi en tout cas que cette participation citoyenne, le dialogue
il est important, il est constructif, mais donc il faut aussi accepter en tant que mandataire de se remettre en question et qu'on n'est pas, bien entendu, on n'a pas raison tout seul. Il faut emmener les gens avec soi. Et donc ça, je crois que c'est aussi une richesse du mandat local, parce qu'on est encore plus confronté à nos concitoyens, concitoyennes. Et quand je vous entends, vous disiez 6 ans, du coup, sur des enjeux pareils, ça passe très très vite. À vous entendre, 24 heures dans la vie d'une échevine, ça passe parfois à une vitesse éclair où on a l'impression que la journée a disparu. Ah oui, les semaines passent de plus en plus vite, en fait. Je me souviens quand j'étais petite que ma grand-mère disait « Ah, tu verras, plus tard, les années passent plus vite que maintenant », mais en tout cas dans le boulot d'échevine. C'est vrai que c'est parfois on voit pas le temps passer entre les réunions, aller d'un endroit à un autre, travailler les dossiers, préparer son collège, répondre aux interpellations citoyennes, aller aussi à une manifestation ou une autre. Voilà, s'il y a une association qui organise un spectacle quelque part, ils sont aussi contents qu'on soit présent. Donc c'est effectivement des journées bien chargées. Et voilà, en tant que femme, c'est pas moins facile ou plus facile, mais il y a aussi après tout le travail à côté. Bon, j'ai une fille qui aujourd'hui a 19 ans, mais enfin elle m'a presque toujours connue comme maman engagée en politique, mais il faut aussi pouvoir concilier tout cela. Il faut garder aussi un peu de temps pour soi, pour sa famille, donc il faut trouver l'équilibre pour les décisions, mais il faut aussi trouver l'équilibre pour soi. Et donc effectivement, on a pu lire tout dans la presse, enfin au niveau des communes, par rapport au blues aussi des élus communaux. C'est vrai que parfois on se dit tout ça pour ça, de mettre autant d'engagement personnel pour parfois peu de satisfaction. Et quand j'ai satisfaction, c'est de nouveau pas de gloriole personnelle, mais parfois te dire les gens voient toujours le verre, plus souvent le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Moi, j'essaie de voir toujours le verre à moitié plein. Rien n'est parfait, mais ça pourrait toujours être pire et on peut toujours faire mieux. Et donc moi, je suis toujours plutôt en me disant allons vers le mieux, mais voyons aussi déjà tout ce qu'on a de positif ici à Namur et par rapport aux projets qui se développent. Mais parfois difficile, effectivement, on l'a lu avec ce blues des élus, de mettre autant d'énergie pour à la fin se faire critiquer de manière non constructive ou non avérée, parfois sur les réseaux sociaux avec des profils anonymes qui peuvent aller jusqu'à dire des contre-vérités, alors qu'il y a eu tout un travail derrière. Oui, effectivement, et donc c'est de nouveau... moi, la critique, elle me dérange pas, mais la critique avec des pistes de solutions. Je pense que ça, c'est important, mais dire non, vous êtes nuls, vous n'y connaissez rien, votre projet, c'est n'importe quoi. Oui, peut-être, mais alors... proposez-nous des choses, venez à notre rencontre, qu'on construise ensemble des projets. Bien sûr que j'ai pas raison sur toutes les idées que je peux avoir ou les projets que je voudrais mettre en place, mais bon, j'ai au moins une idée et je veux essayer de faire quelque chose. Mais donc, moi, je dis plutôt, venez à notre rencontre et co-construisons alors ensemble des projets, mais critiquer pour critiquer sans rien proposer. Voilà, je pense que c'est assez stérile et c'est aussi négatif pour la personne en fait qui ne fait que critiquer et qui propose pas des choses positives ou pour améliorer les projets. Oui, si je vous entends, plus intéressant dans votre perspective d'avoir un citoyen certes critique mais qui vient vous rencontrer, avec lequel vous pouvez avoir un dialogue et faire évoluer la solution, que 4 messages lapidaires sur des réseaux sociaux mais sur lesquels on voilà, on n'y a pas de prise, on ne sait pas oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire. Et parfois, je réponds sur les réseaux, oui, j'entends votre message, mais rencontrons-nous, proposez-moi, qu'est-ce que vous proposeriez d'autre, et puis tout à coup, il n'y a plus de réponse. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Maintenant, voilà, je pense qu'en tant que citoyen d'une ville ou de commune, on est tous intéressés par sa commune et par ce qui s'y passe, et donc on doit tous être aussi acteur du développement de sa commune, et on peut l'être de manière très différente, soit en étant engagé en politique, mais aussi en étant engagé dans l'associatif, au niveau des mouvements de jeunesse, au niveau d'un comité de quartier, d'un club de 3x20. Je veux dire, chacun peut aussi s'engager à un endroit ou un autre et porter des projets petits ou grands et pouvoir aussi améliorer ceux qui sont proposés par les élus de sa commune. Si vous regardez
en arrière c'est presque bientôt 12 ans de fonction d'Eschwine. Est-ce qu'il y a vraiment un moment démocratique qui vous a marqué, en positif ou en négatif, comme étant le reflet en positif ce que vous voulez apporter en vous impliquant, en négatif de ce que vous voudriez arriver qui ne se reproduise plus ou quels sont les états comme ça dans lesquels on passe quand on s'implique aussi fortement, qu'en prenant des responsabilités d'Eschwine? Je pense en tout cas qu'il y a un moment qui était très difficile pour moi dans mon mandat d'Eschwine de la politique sociale, c'est quand malheureusement il y a un sans-abri qui est décédé à Namur. C'est très triste bien sûr comme situation. Il y a eu un emballement médiatique incroyable où la ville a été accusée à tort ou à raison, où j'ai été accusée à tort ou à raison de plein de choses. C'était très difficile pour moi ce moment, parce qu'à la fois il y a le côté humain de cette personne qui n'a pas pu, qui malheureusement est décédée. Nos services sociaux ont été lynchés à la fois par les réseaux sociaux, par les médias. C'était très difficile parce que moi je devais aussi soutenir les équipes qui font un travail formidable tout au long de l'année. Et donc ça a vraiment été pour moi un moment qui était très, très difficile, où beaucoup de gens ont critiqué en fait, sans savoir tout ce qui est mis en place par les services de la ville, le CPS ou par les associations. C'était un peu quelque chose qu'on a sorti comme un élément, alors qu'il y a plein d'autres choses qui sont mises en place. Donc ça, c'était quelque chose de difficile, et parfois dans des situations de crise comme ça, en tant qu'élu, on n'est pas préparé non plus à gérer cela. Donc ça, je pense que il faudrait peut-être avoir une forme de cellule de crise aussi pour les élus par rapport à ces questions. La situation était très très triste, bien sûr, hein, je remets pas du tout, mais voilà, au niveau de la gestion après de cela, c'était très un peu submergé, voilà, de ne pas toujours savoir comment réagir ou bien réagir. Donc ça, je le mets en avant, c'est parce que c'est la communication de crise. On n'est pas préparé à ça quand quelque chose comme ça vous arrive tout à coup, qu'on vous téléphone en pleine nuit pour vous dire ça. Voilà, là, je pense que là, il y a quelque chose qui est difficile pour les élus, et je pense que ça fait partie aussi du blues d'autres échevins, de bourgmestres. Il y a des difficultés qui ont été rencontrées par les uns et les autres, et parfois voilà, on prend ça de plein fouet, alors que l'on sait tout ce qui est mis en place par les équipes, qu'on sait les budgets qui sont consacrés à une compétence ou une autre. Et donc voilà, ça c'était un peu... Et qu'on sait aussi que ce ne sera jamais parfait, j'imagine. Et ça ne sera jamais parfait, et qu'on ne peut pas sauver tout ça. Et qu'un monde zéro accident, zéro drame. Voilà, c'est... Faudrait me dire où c'est. Voilà. Et alors, des points positifs, oui, il y en a heureusement quand même des points positifs. C'est sûr que quand il y a un permis d'urbanisme qui est octroyé pour la construction d'une maison, mais qui ne suscite pas de difficultés, mais c'est des projets de vie aussi de famille, c'est des projets qui sont importants, et on sait que le droit de l'urbanisme, c'est assez complexe, rébarbatif, donc il faut que l'expérience soit aussi bien vécue par les citoyens. Et donc quand on vous remercie, même si j'ai rien fait de spécial par rapport à ça, parce qu'on n'a fait que suivre la réglementation, voilà, aussi des petits moments qui font plaisir, et on n'octroie pas les permis à la tête du client, pour ne pas qu'on fasse croire qu'on interprète mal ce que je dis maintenant. Mais donc ça, c'est des points qui sont enrichissants. Je dirais aussi que je suis, quand j'étais échevine de la politique sociale et de l'urbanisme, j'avais ici parfois devant moi, comme vous aujourd'hui, souvent j'ai un promoteur immobilier avec son costume 3 pièces et sa belle mallette, et j'avais dans le couloir une maman qui est battue par son mari et qui est à la rue et qui venait à la rescousse pour que je lui trouve un logement. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, Stéphanie, il y a un truc qui va pas dans le système. Il y en a des gens qui... leur seule difficulté, c'est de savoir s'ils vont pouvoir construire 40 ou 42 appartements.
Et de l'autre côté, une maman avec ses enfants, elle ne sait pas où elle va aller. Et donc, j'ai pu mettre en place ce qu'on appelle l'engagement logement. Et donc, ça veut dire que quand on octroie un permis d'urbanisme à la ville de Namur pour construire 10 logements, il y a d'office un de ces 10 logements qui sont confiés à l'agence immobilière sociale pour les personnes en difficulté. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis très fière parce que j'ai pu comme ça un peu réunir les deux aspects un peu de mon mandat. Et je pense que si je n'avais pas eu à la fois le social et l'urbanisme, jamais je n'aurais pensé à ça et jamais on n'aurait mis ça en place à Namur. C'est une mesure qui était mise aussi en lumière et donc plusieurs autres communes sont venues me rencontrer pour comprendre comment cela a été mis en place. Donc d'autres communes l'ont mis en place aussi aujourd'hui et cerise sur le gâteau, le nouveau code de l'urbanisme, le code été qui vient d'être modifié et qui entrera en vigueur au 1er avril de cette année, l'inscrit maintenant comme une obligation dans le cadre de la réglementation wallonne de l'urbanisme en s'inspirant de ce qui a été fait à Namur. Donc pour moi ça c'est vraiment une belle réussite et quelque chose de très concret en fait, de situations que j'ai vécues pendant quelques années en tant qu'échevine à la fois de la cohésion sociale et de l'urbanisme. Et donc ça fera une très belle conclusion justement. Là vous vous retrouvez pleinement et dans vos valeurs et dans ce qui vous animait pour prendre ce type d'engagement. Effectivement, parce qu'à la fois on gère le quotidien en tant qu'échevin, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de prise, sauf que ce sont des compétences communales. Et puis, il y a effectivement des choses, des projets qui changent un peu le monde, en tout cas qui apportent du positif dans sa ville. Et donc là, je vois vraiment le résultat de mon engagement et de me dire vraiment là, j'ai fait quelque chose de positif et qui correspond effectivement à mes valeurs, de pouvoir, bien sûr, accompagner le développement économique, il est important parce qu'il faut aussi qu'il y ait de la richesse, il faut de la création d'emplois, mais aussi ne laisser personne au bord du chemin et avoir une politique qui est inclusive. Et ça correspond vraiment là à mes valeurs des deux côtés, encore plus sur le fait d'aider les gens, comme on dit, et d'être vraiment au service du public, dans un service public. Et donc là, ça faisait effectivement pleinement sens par rapport à mon engagement en politique et mon engagement communal. Mais merci beaucoup Stéphanie Skelkin pour ce témoignage. Merci à vous de l'intérêt pour Namur et pour ce qu'est un ou une échevine au niveau local. Et bien voilà, j'espère que les auditoristes ne manqueront pas de réagir, mais d'un peu mieux comprendre ce qui peut animer quelqu'un comme vous pour faire bouger sa ville tout en restant dans le dialogue. Merci beaucoup. Vous. Merci. Et voilà. Cet épisode de Localocratie est terminé. J'espère qu'il vous a plu et pourra contribuer, d'une manière ou d'une autre, à alimenter des réflexions, des débats sur notre vivre ensemble au niveau local. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets ou d'invités, contactez-moi. Très belle suite de journée ou de nuit, c'est selon, et je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode.